Bonjour tout le monde, aujourd'hui troisième et dernière partie de la cosmogonie chinoise concernant l'art de prévoir et de positionner dont il était nécessaire de toucher quelques mots. Cet art de prévoir et de positionner associe les aspects de l'astrologie chinoise et de la géomancie, plus exactement le feng shui. En se traduisant littéralement par Xi Ji Bian Feng Shu, pardonnez-moi pour l'accent, signifiant harmoniser, différencier et rectifier, ceci résumant le livre, soit à l'image d'un puzzle où chaque élément dispersé est à rassembler afin d'harmoniser un lieu, en citant naturellement période de temps et direction, ce qui indique clairement qu'organiser des actions dans le temps et l'espace trouve ses bénéfices dans le rythme du cosmos, ou plus simplement pour les occidentaux dans l'univers. Des lois définissent bien des textes dans ce fameux traité concernant les arts divinatoires, contrairement à d'autres arts divinatoires intuitifs sur d'autres coins de la planète. Pour les Chinois, l'hypothèse d'un écoulement du temps est nettement plus répétitif que progressif, contrairement aux occidentaux qui voient cet écoulement du temps comme continu et linéaire. En Occident, l'astrologie s'étudie en fonction du déplacement du Soleil, de la Lune et des planètes, de manière à prédire les événements et les thèmes astrologiques de certains signes, alors que les Chinois se basent sur la géomancie, avec des éléments complémentaires importants en plus. Ils prennent en compte la résonance de la Terre, ce qui est un facteur déterminant dans les informations qu'ils vont décoder et découvrir au fur et à mesure de l'avancée. Alors, la géomancie fait référence au feng shui et remonte à des lustres dans la tradition populaire de la Chine antique. D'ailleurs, en parlant de cela, j'ai pratiqué lors de la dernière vidéo un petit tirage géomantique pour vous montrer la différence qu'il y a avec la géomancie occidentale. Vous pourrez ainsi le constater par vous-même. En allant plus loin, elle se rapporte au Yi Jing. On peut savoir un tas d'informations et de dates dont j'ai notifié, c'est le mois de juin ou juillet je crois, par rapport à cette question. Mais il est vrai que pour ce tirage, la réponse est limpide, donc je ne voyais pas l'intérêt d'aller plus loin, surtout que cette combinaison est très négative en soi. Je disais donc que la nature prend une place considérable pour les Chinois, c'est avec elle qu'ils sont censés trouver l'harmonie. C'est pourquoi pratiquer ces arts demande des moments opportun, en adéquation avec le cosmos et toutes ses forces spirituelles pouvant vous répondre, notamment dans les arts divinatoires, faisant appel à l'intuition du devin. Là encore, c'est à l'homme de se plier aux règles régies par l'univers. D'ailleurs, les traités chinois, écrits par ces plus grands philosophes au cours des siècles, sont d'une importance capitale. Dans l'astrologie chinoise, le positionnement se fait davantage sur les flux cosmiques, de manière à identifier un cycle de chance appelé Shen, ou de malchance d'une personne appelée Sha, alors qu'en Occident, ils mettent davantage l'accent sur la nature unique et continuellement changeante, liée aux croyances propres, déterminant le destin d'un être, ce qui montre une toute autre façon de procéder, ce qui va avoir son importance également dans l'art du feng shui, qui est l'art du placement, et parle donc de positionner, d'agencer. Rien ne se fait donc par hasard, même pour des funérailles et à l'avenir d'une famille. Ce qui montre l'importance du déplacement d'un corps céleste résultant d'une force à un point de la surface de la Terre pouvant être bénéfique ou carrément maléfique en fonction de l'orientation prise par un être. D'ailleurs, la relation intime du feng shui avec l'astrologie chinoise s'illustre parfaitement avec les 6 harmonies. Pour les pratiquants, à partir du moment où ils ont compris cette cohésion, tout devient plus clair. Ils sont liés l'un à l'autre. C'est pourquoi il est indispensable d'apprendre ces deux arts et d'avoir cette pratique fonctionnelle des deux. Tant de choses se recoupent avec logique. Vous avez un faisceau d'informations impressionnant, car énormément de choses concordent. Il va de soi qu'un bon expert ou une bonne experte feng shui possède une bonne connaissance de l'astrologie chinoise. Si ce n'est pas le cas, il y a un sérieux souci. Ils doivent également avoir, de mon propre avis, des bases de géobiologie. C'est essentiel.
Le point de départ du feng shui, c'est avant tout d'identifier les environnements et les sols, déjà pour assainir les énergies telluriques pouvant faire cruellement défaut dans un habitat et rectifier tout obstacle ne permettant pas au chi, qui est l'énergie vitale et invisible, d'atteindre votre porte d'entrée, afin qu'il puisse propager ensuite les bonnes énergies avec un travail sérieux des étoiles volantes feng shui pour finaliser le tout. Ce que je vais dire là ne plaira sûrement pas à certaines personnes, encore moins certains formateurs ou certaines formatrices sans scrupules, ayant des choses à se reprocher. Je le cite car je l'ai vécu, donc on ne me la fera pas à l'envers, ce qui n'est pas le cas de toutes les écoles bien sûr, mais aujourd'hui je le constate régulièrement, trop de pratiquants en Occident, en plus d'avoir une formation très légère, car les énergies ne sont pas un jeu, cela peut déstabiliser tout un lieu d'habitation, ont en plus vulgarisé cet art fantastique en faisant de cet art un argument de business réservé à une certaine élite, en insistant sur des choses accessoires n'étant pas l'essentiel cité juste précédemment. Par exemple en montrant beaucoup de zèle avec les couleurs ou soi-disant en achetant des objets magiques ou carrément en jouant avec les fameux bagua qui concernent les personnalités, ces mêmes bagua dont les Chinois ont encore un doute là-dessus encore aujourd'hui, que cela soit un leurre. C'est une histoire très ancienne qui remonte au temps de l'invasion mongole. Je ne vais pas la citer, ce serait trop long, mais Maître Lo en parle très bien. À ma grande déception, beaucoup d'air est brassé pour pas grand-chose, avec des gens qui sont plus dans le domaine commercial, si on peut dire, et malheureusement, tellement de gens incrédules tombent dans le panneau par les apparences et ces belles présentations bling bling que, voilà, qu'est-ce que vous voulez dire à cela? Le feng shui n'est pas une baguette magique non plus, il faut être réaliste, cela dépend d'un tas d'éléments réunis et surtout de la personne concernée pour qu'elle bouge vraiment par elle-même. Rien ne tombe du ciel non plus. Le problème en Occident, c'est que tout est facile, à croire qu'on vous vend la notice du bonheur pour tout. C'est entièrement faux, on vit dans un monde entièrement façonné de trompe-l'œil. Systématiquement on simplifie au maximum toujours encore et tout le temps pour finir par arriver à un grand n'importe quoi. En Chine, on est à l'opposé, c'est beaucoup de travail à la base, rien ne se fait par hasard, il faut des années de pratique, tout est bien codifié et à son sens précisément pour être reconnu et surtout valorisé. Les épreuves et les souffrances endurées font aussi partie intégrante de notre parcours de vie pour progresser et évoluer. Rien n'est facile dans une vie, pour personne d'ailleurs. Or chez nous, en Occident, on ne veut voir que le beau et la réussite. Le réel problème, c'est qu'on vous vend du rêve à chaque fois, même quand il n'y a pas de réelle possibilité de remède et d'aménagement, ou qu'elles sont très minimes, d'un habitat à un autre, rien n'est comparable en termes d'énergie, tout change totalement, donc il faut s'abstenir de mentir aux gens et de les faire espérer pour rien. D'ailleurs, rien n'est jamais anodin à ce sujet-là. Là encore, on s'aperçoit lors de l'expertise ou de l'analyse que chaque être a des choses à vivre dans un lieu et son évolution en découle. Ce qui fait cruellement défaut aussi en Occident, c'est que la critique est gratuite et souvent injustifiée quand on la regarde sous différents angles, mais surtout elle prend énormément de place dans les mentalités pour refaire surgir le doute sans cesse, ceci sans se remettre en question. Donc on ne peut pas avancer ainsi. Spirituellement c'est très compliqué. Comment croire en quelque chose si l'on ne croit en rien? C'est là le problème en fait. Cela ne veut pas dire qu'il faut croire tout et n'importe quoi, bien au contraire, mais cela n'arrange en rien l'ouverture d'esprit et les opportunités qui pourraient en découler avec une façon plus positive de penser. Comme il est dit, on attire à soi ce que l'on est. D'ailleurs, cela explique pourquoi on est constamment en marche arrière depuis de longues années déjà. Dans notre société, nous avons perdu l'essentiel et je le constate chaque jour, c'est la modestie. Ça crève les yeux. Aujourd'hui, en Occident, bon nombre sont très imbus de leur personne et vous ne les changerez pas. Cela explique cette désunion constante qui crée des fossés année après année. Très peu de personnes se parlent spontanément aujourd'hui,
ce qui est malheureux. Chacun est dans son coin. Encore une fois, ce manque de spiritualité n'aide pas du tout. Alors, je reviens au sujet initial. Il est évident que l'influence des dieux et des démons célestes comme terrestres joue un très grand rôle dans le traité pour les Chinois. C'est le point de départ. En résumant brièvement, il porte le nom de concept cosmologique, appelé la grande convergence du yin et du yang, en étant des corps et des phénomènes célestes spécifiques d'un côté et de l'autre divers mathématiques aidant à l'écoulement du temps, ce qui va compter et avoir son importance par l'observation, puisqu'ils vont comprendre que certains phénomènes reviennent à des dates précises, identiques à une roue, et c'est à partir de là que l'astrologie chinoise va devenir très performante et qu'ils vont utiliser le terme du système sexagésimal comme sorte de compteur numérique pour nommer les unités de temps et ainsi définir et prédire les événements futurs avec justesse. Il faut savoir que ce système sexagésimal joue un très grand rôle dans la société chinoise en général encore aujourd'hui. Ce qu'il y a aussi d'important à dire, c'est qu'en Chine, le fonctionnement de croyance n'agit pas de la même manière qu'en Occident. En Chine, une date dans l'année a un rapport avec un type d'énergie précis. Par contre, l'année suivante, cette même date aura totalement changé d'énergie. Elle ne sera plus la même. Et l'année qui suivra encore sera encore totalement différente aussi. Donc il ne se focalise pas sur une date précise. En Occident, par contre, c'est le cas. Certaines dates comme le vendredi 13 en sont un exemple, comme soi-disant ne portant pas chance. Pour d'autres, c'est le contraire. Alors, je vais vous faire rire, mais j'ai eu mon permis un vendredi 13 en passant à 13h30. Puis, surprise sur le gâteau, je l'ai reçu encore un 13 par voie postale. Donc, personnellement, c'est un chiffre qui me porte souvent bonheur. Et même si je n'avais aucune attirance vers lui auparavant, aujourd'hui, je le vois d'un autre œil. D'ailleurs, ce sera le mot de la fin, puisque le sujet de la prochaine vidéo abordera la numérologie chinoise dans 15 jours, qui est très différente de celle pratiquée chez nous, notamment dans le domaine des superstitions. Sur ce, portez-vous bien, je vous dis à très bientôt, au revoir.